Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, je viens de vous expliquer comment réaliser la checklist au niveau du bloc opératoire pour assurer la sécurité des patients. Ce travail est réalisé par les étudiants de l'Hospice d'Agadir, option infirmier en anesthésie et réanimation, et sous l'encadrement de notre enseignante, Madame Sana Msel. Alors, qu'est-ce qu'une checklist? La checklist est un ensemble des opérations effectuées par le coordinateur qui est l'infirmier anesthésiste diplômé d'État au niveau de la salle opératoire avant le début du programme. Ces opérations concernant la vérification de la présence et du fonctionnement satisfaisant des appareils et dispositifs à utiliser en périanesthésie. Sa réalisation à l'ouverture de la salle d'opération est devenue obligatoire depuis 1995. Ça veut dire elle est médico-légale. Le rôle de la checklist est de dépister la panne et limiter le risque d'incident. Il va vérifier également le bon fonctionnement du système du monitorage qui va permettre l'identification de la panne. Pour les premières étapes de la checklist, avant d'entrer au bloc opératoire, il faut vérifier les pressions qui sont affichées au niveau du coffret régulateur. Voilà le coffret régulateur. Le premier manomètre, il doit indiquer une pression égale à 9 à 10 bars. Et voilà le deuxième manomètre, il doit indiquer une pression égale à 3,5 plus ou moins 0,7 qui est la pression d'utilisation pour le patient. Aussi, la vérification de la présence d'électricité au niveau du bloc opératoire, la présence de prises murales, minimum 2 pour l'oxygène, 2 pour le vide, 1 pour le endoso et 1 pour l'air. Pour la checklist du système d'alimentation des gaz frais et les circuits anesthésiques, on va débuter par l'alimentation électrique. Pour l'électricité, il faut brancher le pouvoir électrique et allumer les appareils tout simplement. Pour la batterie, s'il est intégré, on va débrancher l'alimentation électrique et s'assurer que la batterie est chargée à 100%. Pour l'alimentation en gaz, il faut commencer par le branchement des tuyaux d'alimentation en gaz avec les prises muraux, que ce soit d'oxygène, du endoso et de l'air, et observer la pression affichée au niveau du manomètre de l'appareil qui doit indiquer une pression égale à 3,5 plus ou moins 0,7 bar. Pour la bouteille d'oxygène de réserve, voilà la bouteille d'oxygène de réserve. Son rôle, elle est surtout intéressante en cas de défaillance de l'alimentation normale en gaz frais. La bouteille d'oxygène de réserve, il doit avoir un volume total en oxygène qui est supérieur à 150 litres. Si ce volume il est inférieur à 150 litres, il faut changer la bouteille et le revérifier. Donc, pour calculer ce volume, il faut se situer derrière la bouteille, ouvrir le robinet, visualiser la pression au niveau du manomètre et faire le calcul. Pour la bouteille d'oxygène, il faut aussi vérifier la présence du chariot de transport de la bouteille et ses accessoires comme le manodétendeur, le débitmètre. Il faut la transporter en position verticale, la mettre dans un milieu aéré, loin de tous les produits inflammables. D'abord, pour l'analyseur d'oxygène, à l'air ambiant, il va indiquer une valeur égale 0,21 plus ou moins 0,02. À l'oxygène pur, il doit indiquer une valeur supérieure à 0,9. Si on a fait un mélange d'oxygène 2 litres par minute et du endoso 1 litre par minute, l'analyseur il doit afficher une fraction inspirant en oxygène qui est proche de 0,66. D'abord, on passe au débitmètre et sécurité d'alimentation en oxygène. Pour la vérification des débitmètres, il faut ouvrir le débitmètre jusqu'à l'atteinte du débit maximal. C'est bon. Pour la sécurité d'alimentation en oxygène, on va débrancher le tuyau d'oxygène et par conséquence, il faut avoir un arrêt de endoso avec une alarme sonore et visuelle. Si on va régler l'alarme à 40%,
et on va faire un mélange de N2O 4 litres par minute et de l'oxygène 2 litres par minute, il faut avoir une alarme sonore et visuelle car la fraction aspirée en oxygène dans ce mélange elle est inférieure à 40%. Passons maintenant au bypass. Donc, pour le bypass, il faut obturer le raccord du patient, appuyer sur le bypass et il faut avoir un gonflement rapide du ballon réservoir. Pour les vaporisateurs, il faut savoir quel type d'halogéné. Est-ce qu'on va utiliser l'halotin, le sévofluorin, l'isofluorin, etc. Il faut aussi vérifier le niveau de remplissage, bien remplir la cuve, mais il ne faut pas dépasser le trait maximal. Pour le positionnement des vaporisateurs, c'est en verticalité stricte. Aussi, le dernier, il doit être le plus puissant pour éviter le surdosage en cas de défaillance du premier. Pour le bouchon, il doit être bien serré pour éviter les fuites. Pour le test de fuite, il faut maintenir le zéro, l'affichage sur le zéro, remplir le ballon réservoir à l'aide du bypass et on doit avoir une absence d'odeur d'halogéné. Pour le vidange des vaporisateurs, il doit être réalisé chaque 8 jours et au moment du transport. Le système de verrouillage interconnecté, ça veut dire si on a deux vaporisateurs, on ne peut pas les ouvrir à la même fois. Passons maintenant au circuit principal de la machine qui est le circuit fermé. Il faut faire le montage du circuit. Pour la chaussodée, il faut vérifier le type de canister. Est-ce qu'il est en plastique transparent ou bien est-ce qu'il est en caoutchouc non transparent? Est-ce que le canister il n'est pas cassé, pardon. Le nombre de compartiments. Si la chaussodée et 2/3 sont virés, il faut la changer et surtout vérifier l'absence d'effet cheminée. Il faut avoir les deux valves unidirectionnelles qui sont fonctionnelles, l'APL ouverte, faire le test de fuite que je vais expliquer par la suite et faire le vidange de la piège à eau et le filtre humidificateur. Pour le circuit ouvert, il faut faire le montage et le composé de masque, la serre-tête, le ballon réservoir, les tuyaux annulés, assurer le test de fonctionnement de la valve de non-inhalation qu'on va voir par la suite. Voilà les valves de non-inhalation. Il faut avoir une deuxième valve de non-inhalation de sécurité en cas de défaillance de la première. Pour le ventilateur, il faut mettre en place le ballonnet, régler une alarme de débranchement sonore et une alarme de surpression. Pour le test de fonctionnement essentiel, on va parler du test des valves unidirectionnelles. Pour tester le fonctionnement des valves unidirectionnelles, il faut enlever le raccord en Y ou bien en T du circuit filtre et ventiler séparément à travers les tuyaux annulés, que ce soit inspiratoire et expiratoire. L'utilisateur peut inspirer et non expirer par la branche inspiratoire et il peut expirer sans résistance mais non inspirer par la branche expiratoire. Donc voilà le fonctionnement des valves de non-inhalation ou bien les valves unidirectionnelles, pardon. Donc au niveau de l'insufflation, on a la valve inspiratoire qui est ouverte pour l'entrée des gaz anesthésiques au patient et la valve expiratoire qui est fermée. Pendant l'expiration ou bien l'exsufflation, on a la valve expiratoire qui est ouverte pour l'échappement des gaz expirés par le patient à l'extérieur. Pour le test de fuite dans le système anesthésique et aussi le système d'alimentation en gaz frais, qu'on l'appelle l'étanchéité, il faut fermer la valve d'échappement réglable et obturer le segment de raccordement au patient. Il faut remplir le système à l'aide du bypass,
d'oxygène jusqu'à une pression de 30 cm d'eau. Puis, on va observer le manomètre. En cas de la fuite, on a la pression qui ne se maintient pas. On ouvre alors le débitmètre d'oxygène jusqu'à atteindre le débit permettant de maintenir la pression constante à 30 cm d'eau. Donc, ce débit, il correspond au débit de fuite pour cette pression. À noter que la fuite est acceptable tant qu'il ne dépasse pas 100 à 200 ml par minute à 30 cm d'eau chez l'adulte et 50 ml par minute à 30 cm d'eau pour le système d'alimentation des gaz frais. Pour le test du fonctionnement de la valve d'échappement ou bien la valve APL, on va remplir le système anesthésique et obturer le raccord patient, ouvrir la valve et observer la chute de pression vers 0. Ça veut dire si on a une pression qui est trop élevée, la valve APL elle va s'échapper cette pression qui est élevée vers l'extérieur. Donc voilà la valve d'échappement ou bien la valve APL. Pour le test de fonctionnement de la valve de non-réinhalation, l'infirmier anesthésiste, il va appliquer sa bouche masquée sur le raccord patient, voilà le raccord patient, et vérifier son bon fonctionnement. Donc, l'anesthésiste, il va exercer une pression qui est positive au raccord patient et il va observer le soulèvement de disque obturateur qui est ici en noir et l'échappement des gaz vers l'extérieur. Donc, la valve, elle est fonctionnelle. On va passer maintenant à la checklist des autres dispositifs et matériels. On va vérifier l'aspiration qui est obligatoire avant chaque acte anesthésique. Est-ce qu'il est fait efficace? Est-ce qu'il est fonctionnel? Et préparer les sondes buccales et sondes trachéales. Donc voilà les sondes d'aspiration buccale et trachéale. Ils sont de différentes tailles. Pour la table opératoire, il faut la manipuler, voir le type de la table. Est-ce qu'il est électrique? Est-ce qu'il est manuel? Manipuler les mouvements de la table, faire la position Trendelenburg, la position proclive, la position déclive et vérifier la présence des accessoires de la table, par exemple le cerceau, les pouces-bras, les attaches, etc. Pour le système anti-pollution, si on a ce système, on va vérifier son bon fonctionnement. Donc voilà le principe du système anti-pollution. On va vérifier le type d'évacuation. Est-ce qu'on a le D1, c'est l'évacuation active, ou bien le D2, c'est l'évacuation passive. On va voir le matériel d'intubation. Il faut un laryngoscope de différentes tailles, un stéthoscope, des lubrifiants, des sondes d'intubation de différentes tailles, les canules de Guedel aussi pour les différentes tailles, avoir aussi le matériel d'intubation difficile, le pince de Magil, les seringues de 10 ml pour gonfler le ballonnet de la sonde d'intubation, les moyens de fixation, que ce soit du sparadrap ou bien des bandes. Pour le bas-vu et la valve, c'est le ballon de réanimation. Donc, comment vérifier le test ou bien comment faire le test de fuite du ballon de la réanimation? Ce ballon de la réanimation, il doit se situer d'abord près de la machine d'anesthésie et on va obturer le raccord patient et ventiler par ici. Si on a suffisamment de pression pour ventiler, ça veut dire qu'on n'a pas de fuite. Il faut avoir aussi des masques faciaux de différentes tailles. Pour le monitorage, on a la présence du cardioscope, le tracé, les patchs et on va régler les alarmes. Une alarme sonore et visuelle, c'est la fréquence cardiaque, elle est inférieure à 50 battements ou bien supérieure à 100 battements par minute. Pour l'oxymètre de pouls, on va le tester par le doigt. Pour le tensiomètre, il faut avoir des brassards avec les différentes tailles et régler aussi les alarmes en cas d'une pression artérielle moyenne qui est élevée ou bien basse. Pour la saturation
d'oxygène, il faut régler l'alarme si la saturation en oxygène elle est inférieure à 90%. Aussi, on va régler les alarmes pour les thermomètres. Si en cas d'une hypothermie, ça veut dire une température inférieure à 35 ou bien une température qui dépasse 38 degrés Celsius. Pour le capnomètre, on a un capnomètre qui est intégré dans la machine d'anesthésie et si on ne l'a pas, on va faire un autotest. Aussi, on va régler les alarmes du capnogramme et on va régler l'alarme d'apnée. Pour l'alarme d'apnée, on va débrancher le tuyau de la sonde d'intubation et il faut avoir une alarme d'apnée sonore et visuelle. Pour les drogues de réanimation, il faut avoir de l'atropine, l'éphédrine, l'adrénaline. Pour le ventoline et solimedrol, ils sont aussi considérés comme des drogues de réanimation car ils sont intéressants en cas de bronchospasme et si on a un patient qui est asthmatique. Pour le défibrillateur, il faut avoir au minimum un seul défibrillateur dans le bloc opératoire, vérifier son bon fonctionnement et si on a les palettes du défibrillateur, que ce soit des petites palettes qui sont considérées aux enfants, ça veut dire en pédiatrie ou bien pour les adultes. Il faut aussi préparer le matériel de ponction veineuse et de perfusion, que ce soit les intraludes de différentes tailles, les coutons imbibés de la bétadine ou bien une solution hydroalcoolique, les moyens de fixation, les types de solutés de perfusion et les perfuseurs. En résumé, la vérification du bon fonctionnement de la machine d'anesthésie, sa préparation avant un acte et l'usage approprié du matériel anesthésique sont essentiels. Il permet un meilleur contrôle de la procédure d'anesthésie et la prévention des diverses complications et risques. Donc, on a touché à la fin de notre vidéo en espérant que notre travail vous aiderait à préparer vos stages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à bientôt.